Donc les filles, c'est bon pour vous? Je sais pas si on en a. T'as demandé? Il va demander au traiteur. Ah, ok. Encore un peu de patience, on va bientôt commencer. Allô, allô. Parfait, merci. Bon, nickel. Est-ce que tu penses que je peux commencer à introduire pendant que vous avez ça ou pas? Ou pas? Est-ce que ça va être le temps que... Parce que là, j'avoue que c'est. Ok. Est-ce qu'on peut enlever tes chaussures? Ah oui, carrément. Attends, bouge pas. Bah non, mais. Comment si on trouve pas de drap? Installez-vous, ça va bientôt commencer. Merci à tous. Les derniers petits ajustements, comme dans la vraie vie. Donc je commence. Oui. Bon, bah écoutez, on va lancer la session. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents nombreux pour ce bloc 360 et de nous avoir choisi comme première session de votre congrès phare. Donc moi je suis Max, je viens de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille et j'ai le plaisir d'être accompagné de la team lyonnaise, donc Aïssa, Marie, Anne et Nat. Et tous ensemble, on va essayer de discuter autour d'un cas clinique réel. Alors toute ressemblance avec une situation réelle est tout à fait fortuite, bien entendu. Et avant de commencer, je voulais vous donner quelques rudiments un petit peu de comment se déroule ce genre de session. Donc c'est une session de simulation, bien entendu, mais vous n'allez pas pouvoir directement participer parce que vous êtes trop nombreux. Et donc pour que vous puissiez à la fois profiter de la simulation et profiter d'interactivité, on va pouvoir interagir tous ensemble. Donc en fait, il va y avoir des séquences. Donc le scénario, en fait, il ne va pas se dérouler pendant 20 minutes et après on va discuter, d'accord? En fait, on va faire ce qu'on appelle du stop and go, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir plusieurs séquences. On va faire des arrêts sur image où le scénario va se dérouler, il va se passer des choses, on va arrêter le scénario, on va en discuter un petit peu, éventuellement vous donner quelques éléments théoriques, etc., etc. Et puis le scénario va reprendre là où il en était et on va avancer comme ça sur plusieurs sessions, d'accord? Et à chaque session, on va couper où je vais reprendre la parole. Donc bien sûr, le scénario, ça va être mes collègues qui vont s'en occuper. À chaque fois que je vais reprendre la parole, il y aura des moments où on va pouvoir interagir. Donc est-ce que tout le monde a l'application de la SFAR sur son téléphone? Qui ne l'a pas? Alors, donc du coup, pas de problème. Donc pour tous ceux qui ont l'application de l'ASFAR, je vous invite à aller dans... je vais regarder en même temps, parce que je l'ai aussi, bien entendu. Clac, clac, clac. Alors vous allez dans... Ça charge. Hop, dans la page de garde, il y a un truc qui s'appelle Participer aux sessions interactives, tout en haut à droite. OK? Vous voyez? Donc quand vous cliquez dessus, vous allez accéder à une page. Pour l'instant, elle est noire parce qu'il n'y a pas de questions. Et il faut que vous alliez dans la session qui s'appelle Situation clinique critique en obstétrique, tout en bas. D'accord? Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir voter. Donc, on va vous faire des QCM à certains moments. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, de manière anonyme, bien entendu, vous allez pouvoir répondre à la question qui sera posée. Et puis, on pourra discuter des résultats tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, sur l'interactivité? Ça va aller? Donc c'est normal que pour l'instant il n'y ait pas de questions parce que les questions vont arriver au fur et à mesure. Okay. Deuxième chose, si jamais vous n'avez pas l'application, donc à chaque fois qu'il y aura un QCM, il y aura un QR code. Donc vous pouvez le flasher une seule fois et une fois que vous aurez flashé le QR code, vous allez tomber sur une page web qui va simuler l'appli de la SFAR. Il faudra faire la procédure qu'une seule fois et ensuite vous pourrez répondre aux questions sur votre navigateur. D'accord? Bah écoutez, je pense que on va quand même rentrer dans le vif du sujet parce que c'est pour ça qu'on est là. Et donc voilà. Donc les filles, hop, top, c'est parti pour nous. Et donc, effectivement, 30 on a le dernier élément qui nous manquait parce que c'est très important d'être dans la vraie vie et que notre patiente du coup n'ait pas trop froid et qu'elle soit couverte, bien entendu. Voilà, Marie.
Voilà, donc Ce du serait mieux, coup, madame. notre patiente, en fait, il est 9 heures, bon, on est quasiment à l'heure, et on est à la maternité de l'Union, niveau 2A. J'espère que personne n'est de la maternité C'est bon de pour toi l'Union aujourd'hui. Et du coup, on est au box 7, d'accord. On est avec donc du coup Madame Barbier, qui est enceinte à 38 semaines plus 4, ok. Donc, elle a une obésité morbide avec un BMI à 41, ok, même si ça ne se voit pas trop. Et elle a également une prééclampsie modérée, qui est stable sous monothérapie Péros antihypertenseur. Elle a une biologie normale, elle a juste une protéinurie à 0,7. Voilà. Donc pourquoi elle est en salle de naissance? C'est parce qu'effectivement, elle va accoucher bientôt. Et dans ses antécédents, elle a déjà accouché voix basse il y a 3 ans sans problème, sous péridurale qui s'est bien passée. Et la grossesse actuelle est marquée par une échographie du 3e trimestre qui était rassurante, un PV positif à strepto B. Elle a rompu spontanément hier soir à 20h. Et actuellement, elle est à 4 cm de dilatation, en cours de travail, en salle de naissance. Jusque-là, tout va bien. Donc, comme elle était algique, elle nous a appelé. Elle a appelé l'équipe d'anesthésie. Elle a eu son analgésie péridurale. Et bon, forcément, on s'en doute, cette pause a été longue et difficile. Il y a eu 3 ponctions par l'opérateur. Et elle a été induite selon le protocole de service, vraiment du standard. Voilà. Donc, je vais laisser du coup place au scénario. Et Aïssa, la sage-femme, se rend dans le box de la patiente où l'équipe d'anesthésie vient de poser la péri, vient de l'induire, l'équipe d'anesthésie vient de sortir, et donc vous allez assister à ce qui se passe cliniquement chez cette patiente. Rebonjour Madame Barbier. Comment ça va? Je me sens un peu vaseuse. Ah, comment s'est passée la pause de péridurale? C'était pas pareil que pour mon premier. C'était compliqué. Non, Je vous pose juste une petite perfusion. je me sens un peu vaseuse. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas combien de fois ils m'ont ponctionné le dos là. J'ai un peu la nausée là. Ah, Ouais. vous sentez pas bien? Non. Ah, vous avez envie de dormir? Ouais. Mince. J'ai la tête qui Je prends tourne. une tension. Hop. Je vais vous faire un petit médicament. Hop, je vous apporte. Est-ce que je pourrais avoir Un un petit- truc pour... Hop, si vous voulez vomir. Hop. Je prépare juste un petit médicament. Je vais vous faire du Primpéran. Ça permettra de. Hop. J'ai un peu la tête qui tourne. Je me sens un peu... J'ai des petites étoiles. Hop. Ah. Alors, la tension. J'ai plus l'écran. Hop. Je vous fais donc le médicament pour les nausées, Madame Barbier. Ça file devrait aller mieux. rapidement. Hop. Alors, je sais pas si je peux voir la tension. Ah ouais, vous avez une petite tension. Ça doit être à cause de la péridurale. On va ouvrir le ringer. Hop, à fond. Si vous sentez pas bien, vous pouvez mettre légèrement sur le côté gauche et je vais appeler ma collègue Liad. Hop, pour lui dire que vous avez une petite chute de tension. Oui, Nat. Bonjour, c'est Aïssa du coup. Je suis au box 7 avec Madame Barbier, tu sais, la dame à qui vous venez de poser la péridurale. Elle se Oui. sent pas bien. Tout à fait. J'ai une petite tension, là on est à 84-43. J'ai accéléré un petit peu le ringer. Donc voilà, si tu peux venir voir, Eh venir ben, me J'arrive. filer un petit coup de main. Ouais. Merci. J'arrive. Ma collègue arrive. Elle va faire un petit truc pour la tension. Hop, j'ouvre à fond. Comme ça, je vais préparer Bah alors, Madame Barbier, notre ringer. ça va pas? Non, c'est horrible. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me sens... J'ai un mauvais goût dans la bouche, j'ai des nausées, des relents. D'accord. La voix passe bien, Issa? Bah écoute, ouais, tu Ouais. vois, nickel. Très bien. Bah écoutez, on va relancer la tension, s'il te plaît, Je pour vais voir. reprendre la tension. Hop. Brassard est bien mis. Alors, on va faire un petit niveau, madame, au niveau de la péridurale, pour voir si elle est efficace. D'accord? Est-ce que là, c'est froid? C'est froid. J'ai encore un peu de Est-ce temps. que je me permets? Est-ce que là, c'est froid pareil? Alors le Et là tracé, le C'est froid partogramme. aussi Bon, bah, De l'autre côté, pour là, c'est l'instant, froid? ça va. Oui, Alors, je me permets. Est-ce que là, c'est froid? froid. C'est froid pareil? Ouais, je comprends pas. Enfin, ça doit être de la faute de la péridurale. Oui, Ouais, bien sûr. Écoute, la tension est un peu basse. Je vais lui faire un peu de néosinéphine.
Bon, comment vous vous sentez là, Madame Barbier? Toujours pareil. Alors, je vous fais un petit produit, Madame Barbier, qui va vous soulager un petit peu. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, Nat? Non, écoute, c'est bon. on va Super. attendre que ça soit efficace. J'espère. Bon, on va s'occuper de vous, Madame Barbier. Hein? Hop, bonjour. Parfait. Donc on va remettre le PowerPoint s'il vous plaît. Je reprends la main. Donc on va faire un petit arrêt sur image. On y va tout doucement dans ce scénario. Hein. Du coup, je voulais vous poser un petit quiz du coup. Alors, là vous avez une situation où il y a une hypotension au décours immédiat de l'induction d'une péridurale analgésique. Je vous laisse répondre un petit peu sur quels sont vos diagnostics que vous envisagez. D'accord ? Diagnostic possible devant une hypotension au décours immédiat de l'induction d'une péridurale analgésique. Et donc je vous invite à répondre sur l'outil d'interactivité directement. Est-ce que la question s'est affichée sur vos téléphones ? Voilà, il vous reste... voilà, vous pouvez appuyer. Question à choix multiples, bien entendu. Complications de la prééclampsie, malposition du brassard, localisation sous-durale, embolie pulmonaire, extension métamérique. Allez-y voter parce que pour l'instant, il n'y a que 2 votants. Compression cave par l'utérus gravide, localisation intratécale, intoxication aux anesthésiques locaux. Allez-y, allez-y, allez-y. Parce que du coup, il faut qu'on avance aussi. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose de palpitant. Mais voilà. Donc on va avancer rapidement. Je vous laisse quelques secondes pour finir le quiz. Et puis on va continuer à avancer. Et puis vous inquiétez pas, vous pourrez répondre aux autres questions. Bon, on va essayer d'avancer. Alors, vous avez répondu effectivement les bonnes réponses. Hein, effectivement, la compression cave, il faut y penser. La localisation intratécale, il faut y penser, même si là, effectivement, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier. L'intoxication aux anesthésiques locaux, ça peut arriver, il faut y penser. Vous avez raison d'y penser. Et après, effectivement, il faut aller à la recherche d'autres éléments. Extension métamérique excessive, bien entendu, si vous avez un niveau T1, S5 à l'induction de la péri, forcément, il y aurait un retentissement hémodynamique. Malposition du brassard à tension, vous l'avez tous vécu. Hein. On arrive, la patiente elle a 4 de tension. En fait, le brassard il est sur la main ou sur le coude. Et donc, du coup, il faut vérifier le brassard à tension. Localisation sous-durale du cathé de péri, ça peut arriver, ça peut donner des hypotensions. Extension céphalique prédominante, tout ça. Voilà. Et complications de la prééclampsie, vous avez compris que c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Voilà pour ce petit quiz. Et on va passer tout doucement à la deuxième séquence. Merci beaucoup. Madame Barbier, comment vous vous sentez? C'est toujours un peu... C'est pas tout, ça va pas mieux. Non. Est-ce que vous avez des problèmes dans les oreilles? Non. Est-ce que vous avez des choses différentes de d'habitude? Non. Un flou, un goût métallique dans la bouche? Du tout. Non, rien de tout ça? Non. La tension est toujours basse, Aïssa? La tension est toujours basse, puis là le tracé est en train de se modifier. Je vais appeler Max, l'obstétricien, quand même, pour lui dire... Et ben moi je vais refaire 50 de néosinéphrine pour la... Ça marche. Oui, Max, bonjour, c'est Aïssa, la sage-femme. Je suis en box 7 avec Madame Barbier. Cette future deuxième part, qui est là pour son accouchement, qui a eu une pause de péri et qui, depuis, a une tension qui est plutôt basse, qui ne se sent pas très bien. Et là, j'ai une petite modification du tracé, j'ai des petits ralentissements, voire de belles bradis. Je veux savoir si tu voulais venir voir... Ah, t'es occupée là? Ok. Bah écoute, viens dès que possible. En tout cas, voilà, je suis avec Nat Liad. Elle a fait des petits médicaments pour la tension et puis on va essayer de maîtriser la chose. Super. Allez, merci Max. Écoute Aïssa, est-ce que tu pourrais me poser une deuxième voix s'il te plaît sur l'autre bras? Ok. Et au cas où on parte en haut bloc, est-ce que tu peux me mettre un octopus dessus? Ouais, allez. Et puis je vais appeler Anne. Ok. Et bah allez, je te fais ça. Merci. Oui, allô, Nat? Oui, on est au box 7 avec Madame Barbier. Tu sais, la péri qui a été compliquée. Ah on oui, a j'en ai fait entendu 3. Écoute, elle se sent pas bien. J'ai fait 2 fois 50 microgrammes de néosinéphrine. D'accord. J'ai un niveau qui est un peu bas sur la péri. Là, je vais checker la péri pour voir si tout est en ordre. Est-ce que tu pourrais venir la voir, s'il te plaît? Oui, on peut commencer à couper la péri, j'arrive. Je vais regarder. Ok, merci. Allez, à tout de suite. Alors, PIEB, tout est bien. Bon, je vais la couper, on sait jamais. Bonsoir, Bon, madame. Comment ça va là? Ta Bonsoir, patiente? madame Marie. Je me présente, du coup, je suis l'anesthésiste de garde. Ma collègue m'a appelé parce que vous ne vous sentiez pas bien. Comment ça va, là?
Pas bien. Pire en pire. Et ça, c'est la tension. On va peut-être en reprendre une pour Ouais. voir. Je veux bien, Allez. merci Nat. D'accord. Ok. On va voir comment ça se passe. On a bien coupé la péri. Ouais, on a fait 2 fois 50. Le niveau est un peu bas. Écoute. D'accord. Et vous vous plaignez de choses particulières ou pas? J'ai un peu de mal à respirer. Vous avez du mal à respirer. Je vais mettre la D'accord. deuxième voix. Hop, bonjour Anne. Bonjour. On va Est-ce se que je prendre peux une scène. emprunter juste Alors, le je te laisse bras la de la place. patiente, le bras gauche, On va je lui peut-être poser la se mettre- voix. Ah, ouais, la tension est quand même basse. Est-ce qu'on va pouvoir se faire la baby nord au cas où Ouais, bah, je vais aller te la 10 préparer. microgrammes. Tu l'avais au Mais- pouce seringue Ouais, je veux 10 bien. gamma par 10 ml. micro- Ouais, Je vais tout à vous fait. poser du coup une deuxième voix. Est-ce que tu peux mettre le brassard attention en perfusion, s'il te plaît, pour que... Hop, je le mets en perfusion pose, et je la vais quand voix. même mettre une saturation, d'accord? Je vous mets la petite saturation sur le doigt, d'accord madame? Hop, voilà. Alors, on a 91% de sat, la courbe est plutôt bonne. D'accord. Allez, je pose la voix. J'y vais. 91% de sat. Hop. Hop, Un autre pansement, parce que celui-ci ne tient Très pas. hop, on va brancher la baby nord Je te mets la baby nord. et peut-être mettre un peu d'oxygène par la suite. Oui, j'allais chercher ça. Tac, Hop, je pose juste ma voix. Je termine juste de poser ma voix. très bien. Ça va, Madame Barbier? Tu veux un coup de main ou ça va? Ça va. Ça Regarde, va la voix, franchement, super facile. Elle a Très bien. des tellement grosses veines. Hop, on Hop, branche tout c'est ça. bon, nickel. C'est Donc la ça, noradrée. c'est de la 10 noradrée. gamma par ml. Ok, et ben je le Super. mets sur l'octopus du coup directement comme ça. Ouais. Madame Barbier, ça va? Hop, allez. On va vous mettre des petites lunettes d'oxygène, hein, d'accord? Je veux bien qu'on le prenne. Oh, mais On va lui mettre les lunettes d'oxygène. Ouais. pour, hop, je les mets sur le rouge hein, du coup. Hein. Hop, Hop. c'est bien ouvert, on est ok. Ah, on va c'est lui ouvert mettre, de partout. Je vais Ok, chercher. super. Hop, Très nickel. bien. Je vais remettre un petit pansement pour renforcer. Aïssa, t'avais de l'oxygène dans ton bloc ou pas? Tu veux que On va j'aille t'en prendre Je chercher? vais aller chercher un petit masque à oxygène. J'arrive. Ok. L'oxygène est là-bas. Hop, un deuxième arrêt sur image. Ce qui est bien dans le scénario, c'est que même s'il nous manque du matériel, pendant qu'on discute, le matériel peut arriver secondairement. On va reprendre le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est situation qui est en train d'évoluer un petit peu. Hop. Et donc si on reprend, cette patiente est là, une hypotension, une dyspnée, et elle désature. On est d'accord qu'on est dans les suites d'une induction d'une péridurale analgésique en cours de travail. Okay. Donc devant ce tableau clinique avec ces mots-clés-là que la patiente présente, quel est le diagnostic le plus probable selon vous? Donc du coup, cette fois-ci, une seule réponse possible. Ah, là vous êtes moins timide sur les votes. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, c'est des situations qui peuvent arriver au bloc obstétrical dans la vraie vie. Voilà. Hop, vous êtes déjà pas mal de votants. Donc une seule réponse possible pour cette patiente. Hop là. Bon, vous êtes il y a une quasi-unanimité sur la localisation intratécale du cathé de péri avec une rachie totale. Alors, je vois des mots qui sont circonspects. Ça vous choque peut-être, effectivement. Là, il faut y penser. D'accord? Et c'est l'un des points qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est qu'en fait, la rachie totale, ça peut être très polymorphe. D'accord? Alors, nous, on en a eu chez vous et chez nous plusieurs récemment, dans ce contexte clinique. Et en fait, vous allez probablement me dire, mais comment c'est possible d'avoir une rachie totale alors que la dose test était négative et que le test d'aspi était négatif? C'est bizarre. Normalement, ça sert à ça. Eh bien, je vais vous donner quelques infos. Cette étude, elle est vachement importante. D'accord? Donc, la dernière revue de la littérature sur les cas de rachis totale, on a 51 cas décrits qui ont été répertoriés et ils ont analysé les choses. Okay? Donc, pourquoi il faut y penser? C'est parmi les causes les plus fréquentes d'ACR maternelle en salle de naissance. Donc, c'est très important. Il faut y penser. Deuxième chose, en fait, la rachie totale en obstétrique, le plus souvent, quand il y a une rachie totale, c'est lié au fait que le cathé de péri est en rachie. C'est pas quand on fait une rachie qui monte trop haut, c'est parce qu'on met des choses dans le cathé de péri qui font que comme le cathé de péri est en intratécal, ça donne des signes de rachie totale. Alors dans quelle situation ça peut arriver? D'accord? Dans les cas décrits, il y a 4 cas juste après la dose test, donc ça c'est facile. La dose test fait une rachie, on y pense. Mais il y a quand même 12 cas décrits que, en fait, on fait un bolus analgésique à la patiente en cours de péri, l'induction, la réinjection, et elle fait une rachie totale, alors que tout allait bien. Donc c'est quand même important, 12 cas.
Donc ça peut arriver. Et même, il y a un cas qui est décrit, une dame qui est sous PIEB, et on est parti, et puis au bout du 5e bolus de PIEB, la dame fait une rachie totale. Donc c'est pas parce qu'on est à distance de l'induction de la péridurale que ça ne peut pas être une rachie totale. Donc il faut y penser. Et devant ce tableau, il faut absolument y penser. Ok ? Et même si la dose test et la thèse d'aspi sont négatifs, ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs. D'accord ? Si vous prenez une grosse seringue et que vous faites le test d'aspi sur le filtre, eh ben, ça peut être négatif alors que vous êtes dans le LCR. Okay ? Et en plus, le cadet de péri peut migrer secondairement. Ce n'est pas parce qu'il est en péri initialement qu'il ne sera pas en rachis secondairement. Donc il faut y penser. Et il y a très fréquemment, de manière décrite, un intervalle libre entre l'induction de la péridurale et la survenue de la rachie totale en salle de naissance. Donc c'est très important d'y penser. Ça nous semblait important. Et donc maintenant que vous avez suspecté cette rachie totale, qu'est-ce que vous allez regarder pour savoir si la patiente elle est grave ou pas? Je vous laisse répondre. Allez-y. Donc là, choix multiples possibles. La fréquence cardiaque, la fréquence respi, la présence de frissons, la sensibilité, motricité des membres supérieurs. Est-ce que la patiente présente un érythème cutané? L'état de conscience, réponse verbale, examen pupillaire, la température. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, suspicion de rachis totale. Et donc, la rachis totale peut être plus ou moins totale. Et donc, dans certains cas, le tableau peut être un petit peu tronqué. Donc là, vous avez bien répondu. Donc, effectivement, vous avez répondu de manière assez unanime les bonnes réponses. Donc, en fait, c'est très important de vérifier certaines choses. En fait, plus la rachis totale est totale, d'accord, plus les signes vont commencer à s'agréger les uns les autres. Au début, dyspnée, désaturation, tout inefficace, polypnée, déficit moteur des membres sup, d'accord. Plus on monte, plus il va y avoir des difficultés à parler, une désaturation plus profonde et potentiellement une bradycardie sur une atteinte du tronc cérébral. Et la rachis totale sévère, il y aura en plus des troubles de la conscience, une apnée d'origine centrale et une paralysie des nerfs crâniens, d'accord. Et pour ceux qui en ont eu récemment, la nôtre, la dernière, elle avait une hydriase bilatérale. D'accord ? Donc c'était vraiment une rachis totale sévère. Voilà, donc un petit rappel de cours sur des choses importantes de la vraie vie, de ce diagnostic à côté duquel il ne faut pas passer. Merci. On va passer à la 3e séquence. On va reprendre une tension Ouais, pour je veux Madame bien. Barbier. Nathalie, s'il te plaît. Hop. Vous voulez les petites lunettes à oxygène, Madame Barbier? Super, on lui met l'oxygène. Nathalie, dans le dossier, la dose test, elle était comment sur la pose de la péri? Ça allait. Il n'y avait pas de dose test Ouais, négative. négative, ouais. D'accord, le brassard, il est bien mis. Ouais. Ok. 6 litres Madame Barbier, par minute pour est-ce qu'on a de l'oxygène. quoi? D'accord. Est-ce qu'on a de quoi tester la péridurale? Un petit Oui. glaçon ou, Tiens, il est là. Madame Barbier, vous m'entendez? On va tester quand même cette péridurale. Alors, est-ce que là, c'est froid? Je vais ranger, C'est je vais froid. mettre un gel supplémentaire. Hop, ici. C'est froid? Et c'est froid aussi? D'accord. Je me permets de vous découvrir un tout petit peu. Et là? Vous sentez pas le froid? Et ici? D'accord, on a bien T10 bilatéral, donc elle n'est pas trop montée, la péridurale. Tiens, Nathalie, je te rends ça. D'accord. Et là, vous avez toujours des troubles pour respirer? 90 de 7, top. D'accord. Mais je vais quand même vous ausculter un peu, écouter les poumons pour voir tout ça. Enfin, Est-ce que vous avez toujours besoin du haricot, Gel. Madame Barbier? Plus trop long. hop, La péri. hop, je vous découvre. Un deuxième rangeur, attendez. là, Aïssa. Vous avez ces plaques cutanées, là, avant la pose de la péridurale, Madame Barbier? Aïssa, c'est quoi ce pochon là? Vous avez cette petite éruption Ah cutanée? oui, j'ai commencé à écrire, Non. c'est l'amoxicilline, tu sais, que j'ai mis parce qu'elle avait rompu la poche Ah bah des non, os je sais pas. hier. Et c'était- C'est l'amoxicilline, c'est dans le protocole. D'accord. Bon, on va peut-être couper la mox, si on va possible. couper. Madame Barbier? Je vais reprendre une Madame petite Barbier. tension. Ouais. Hypo tendue, éruption cutanée, je pense que ouais, on peut évoquer quand même une anaphylaxie Ouais. peut-être à la mox. Donc on va couper tout ça. C'est tout fait. Là, D'accord. c'est que du ringard, je viens de le mettre, c'est tout neuf. D'accord, hein. on va tout arrêter si possible. Madame Mais elle a Barbier? toujours une tension Ouais, basse. toujours hein. basse. Ouais. Ouais. Je reprends la tension. Ouais. Hop, allez, je reprends Voilà, la je pense tension. qu'on va se préparer de l'adrien. Tu veux que je te. Ouais, sans le programme pas. On se Est-ce prépare, que je ouais. peux faire quelque chose pour vous aider ou pas? On va chercher le kit d'anaphylaxie. Ouais. Si, c'est fait. Ah oui, c'est pas très Ouais. joli ces plaques. Hein. Ça civile un peu. Hop. Ouais, on va ramener un aérosol aussi, je pense, à civil. Eh ben, je vais aller Dépêche. préparer l'aérosol. On a un kit Je t'amène anaphylaxie, je crois. Je veux bien Vous que tu voulez le que j'aille le chercher. Ouais. Allez, Je t'ai amené de Je la vais vraie chercher au cas tout où. ça. Très bien. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux autre chose? Bon, ça, on va commencer par ça. Bon, Madame Barbier? nouvelle arrêt sur image
Parfois, on aimerait bien faire ça dans la vraie vie aussi, pour gagner du temps, vous se poser un peu, mais voilà. Donc, on en profite, on est à la SFAR, on peut le faire. On va remettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Bon, donc du coup, la situation a un petit peu changé, d'accord? Vous suspectez effectivement une réaction d'hypersensibilité immédiate. Alors, les mots ont leur importance parce que du coup, il y a des recos qui viennent de sortir, d'accord? Donc, le choc anaphylactique, c'est la dénomination un peu plus précise. Et pourquoi? Parce que justement, ces recommandations nous disent que le diagnostic, il est clinique. On est d'accord, on n'a pas eu besoin de faire d'examen particulier. Le diagnostic est clinique. Devant l'association d'un faisceau d'arguments cliniques à la fois cutané, respiratoire et cardiovasculaire, ça tombe bien, et là les trois, on est d'accord. L'association en plus de l'exposition à un allergène plausible, on est d'accord que c'est le cas, hein, l'amoxicilline c'est très fréquent. Et la troisième chose, c'est dans un délai compatible également, parce que si ce n'est pas compatible, il faut penser à autre chose. Et effectivement, les recommandations nous disent que lorsque c'est des antibiotiques intraveineux, le délai, c'est en général moins de 60 minutes après la perfusion. Vous êtes d'accord que c'est à peu près dans ce cas de figure qu'on se trouve. Donc effectivement, c'est très probablement un choc anaphylactique, réaction d'hypersensibilité immédiate. Et du coup, ils remettent en exergue la classification de Ring et Mesmer, que vous connaissez probablement, puisque les grades n'ont pas changé. On est d'accord que du coup, on est devant une réaction de grade 3, puisqu'il y a plus d'un système organique qui est touché, okay, puisqu'il y a collapsus, tachycardie et bronchospasme. C'est bien ça, hein, vous confirmez les filles? Voilà. Et donc du coup, de ce fait-là, pourquoi les recommandations remettent en exergue ça? C'est parce qu'en fait, ça permet de bien choisir la dose d'adrénaline qu'on va faire. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous prenez un peu les outcomes, et si vous faites la mauvaise dose parce que vous sous-dosez, vous pouvez prendre du retard. Et si vous faites la mauvaise dose parce que vous surdosez, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être non négligeables. Donc du coup, l'identification du bon grade permet d'utiliser la bonne dose. Et la bonne dose, ça va être quoi? Devant ce grade 3. Donc devant cette réaction d'hypersensibilité immédiate de grade 3, quel est le traitement à visée hémodynamique que vous feriez en première intention? Donc du coup, une seule réponse possible. Voilà. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de réponses pour la vasopressine. C'est très en vogue en ce moment. N'hésitez pas. Donc c'est un grade 3. Donc on va passer. Donc effectivement, vous avez bien répondu. C'est bon, on a passé la barre des 60. Bon, effectivement, la bonne réponse était un bolus de sang gamma, bien entendu. Et tchac, pourquoi? Effectivement, je reprends un petit peu ce qu'il y a dans les recos. Effectivement, dans le grade 3, il faut faire une titration d'adrénaline intraveineuse de 100 à 200 gamma IVD chez l'adulte toutes les 2 minutes. C'est ce que probablement vous allez commencer à faire bientôt. Okay, sauf que là, c'est une femme enceinte. Et donc, il y a des gens qui peuvent se poser la question de vasoconstriction des artères utérines. Est-ce que le bébé, ça va être dangereux, etc. Est-ce qu'il faut faire une prise en charge un petit peu différente? Eh bien, les recos en parlent. Les recos suggèrent qu'il faut utiliser l'adrénaline chez la femme enceinte exactement de la même manière que celle que vous utilisez chez la femme non enceinte, avec une petite subtilité qui est de déplacer l'utérus sur la gauche à partir de 20 semaines d'aménorrhée, puisqu'a priori, si c'est un grade 3, c'est qu'il y a une dysfonction circulatoire et que si vous améliorez le retour cave, ça peut être pas mal. Voilà, donc c'était un petit point qui nous paraissait intéressant et on va pouvoir du coup continuer. Je vais prendre la seringue d'Adré, du coup. Préparez le petit aérosol. Super, hop, on va mettre va ça. brancher. Allez, je vais faire Déjà, c'est le kit 100 qu'on pourra microgrammes par utiliser pour ml après. Ouais. de d'Adré. Hop, j'injecte l'Adré. Voilà. On va reprendre une tension. Ouais, Ouais. je vais reprendre une tension. Hop. Injecté. Vous nous entendez, madame? Hop, je relance la Non. tension. On commence à s'endormir un peu là. Madame Barbier. Somnolote. Hop. Vous êtes avec nous? Ouais. Je pense qu'on va pouvoir se rapprocher Hop le là. chariot d'urgence Chariot peut-être. d'urgence. Oh, la On va prendre le chariot d'urgence, le Hop. rapprocher. Bon, je sais pas s'il va pas falloir qu'on change de scope parce que la tension elle se prend pas. Donc, Elle se prend plus. Attends. Hop. toujours dans ces situations-là d'urgence, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Franchement, c'est pénible. Pénible. On va lui mettre ça. Il met monter un ça. peu l'oxygène. Hop. Hop. Je te prends ça. Pas d'eau, Si tu veux. Hop. L'aérosol. L'aérosol. Hop, je mets. J'ai fait rapprocher le chariot d'urgence et commence un Madame peu à Barbier s'endormir. Madame Barbier, oula. Est-ce que tu veux C'est que je pas te la prépare folie, quelque hein. chose, Anne? Peut-être Le tracé, étonidate cellocurine, le si jamais on tracé doit est l'intuber. catastrophique. Je vais appeler Max, il faut qu'il vienne tout de suite. Ouais, je c'est veux pas bien qu'on possible. appelle le gynéco-obstétricien quand même.
Oui, toujours une Max, tension c'est vous voyez basse. ça là, en box 7, toujours avec Madame Barbier, ça va pas du tout. La tension est catastrophique, le tracé est catastrophique. Il faut vraiment que tu viennes tout de suite là. Vraiment, vraiment. Ouais, Genre qu'il y a une merci. urgence quand même. Je reprends une tension. Ouais. Vous avez fait quelque chose 47. là pour la tension J'ai fait pour, déjà la première dose, on va peut-être en refaire une deuxième, je pense. C'est quoi que tu es en train de faire là? J'ai déjà fait 100 microgrammes d'adré. D'adré? Je vais en refaire une deuxième dose là. De l'adré. La tension, elle s'améliore pas. Attendez. Attends, mais là, le caté, en fait, il est tout imbibé. Enfin, ça va pas. Je pense qu'on va... En fait, la voie était pas en place. Ah. Je pense qu'on va reposer une voie. Est-ce que tu peux me préparer Ah. de quoi reperfuser Aïssa, Et s'il te bah, plaît je vais te préparer de quoi reperfuser. Tu veux que je reperfuse la dame ou Non, je vais le faire, ça te dérange pas. Merci. Non, non, pas de souci. Hop. On va reperfuser la dame. Alors attends. Je vais te prendre Tiens. un cathlon. Tu veux quoi Un comme cathlon rose, ça ira très Allez, bien. On va super. faire ça rapidement. Bah, du coup, la Et voix, le- c'est bon. Ouais. Hop, ok. Hop, le garrot. Hop, on va vous remettre une voie, Madame Barbier. C'est- Bon, j'espère que Max va vite arriver là parce que c'est une catastrophe. De mon côté, Je tout est reprends la bon, tension. Anne, Hop. si tu as De besoin. quoi fixer. Puis la SAT, elle remonte pas du tout là. Hop. Est-ce que Qu'est-ce t'as que de je quoi, peux mettre de quoi fixer, s'il te plaît, Aïssa Ouais, je t'emmène ça de suite. Hop. Et on va refaire du coup de l'adresse si possible. Est-ce que tu veux que je mette un peu plus d'oxygène là, Ouais, que je passe bien un la masque, préoxygénée si possible. Parce que Si là, t'as elle est besoin, j'ai beaucoup pris le moins Magraph. présente avec nous. Super, Magraph, on l'a, on a de quoi intuber. Cello. Et je vais Ça refaire tombe une toujours dose sur de moi, ce genre 100 de mg situation, là, Ça d'adresse. m'énerve. Est-ce que je pourrais avoir la seringue d'adresse, s'il te plaît? Ouais. Allez. Madame Barbier? Je vous réinjecte un produit, madame. Hop, je refais 100 microgrammes d'adresse. Madame Barbier. Allez. C'est un réinjecté. Hop là. Allez, je lui mets On va voir. l'oxygène à fond, à fond, à fond. Oui, à fond. T'as s'il mis te plaît. la tension toutes les 2 minutes. Ah non, j'avais pas laissé. Enfin, j'avais pas modifié. Il fallait tu vas. rapprocher les tensions. Je vais m'occuper de l'oxygène si tu veux. Ok. Ouais, et rapprocher les tensions. Bah, je s'il vais te plaît. rapprocher les tensions et je Madame vais relancer Barbier une tension. Ah oui, ça. Ça va? Hop, je relance la tension. Vous nous entendez, madame Barbier? Ah, vous réveillez un peu là. Ça va mieux. Le cœur peut taper un peu vite, hein, c'est normal. Hein, si, Ok, Bon, la tension se Bon. prend pas. parfait. On Bah, elle a l'air attend. de revenir un petit peu parmi Ouais. nous là. Oui. Ça a l'air d'aller. Ça va mieux? Vous avez mal à la tête? Pourquoi elle a mal à la tête? Ça peut être un peu l'adrénaline des fois quand on leur injecte. Ok. Bon. Et La tension, faut je qu'elle mets un petit peu peut-être de ringère. Remplissage, ouais, on va voir. Oula, la tension est pas bonne là. Je reprends une tension. Ouais. Hop. Ah, Madame Je Barbier. Ça va? Vous vous rappelez où vous êtes? Bon, en tout cas, elle s'améliore cliniquement. Ouais, puis le tracé est un peu moins pire, mais bon, Max il est toujours pas là quoi. Bah oui. Bon, bah moi, je vais de mon côté appeler les soins continus quand même pour leur prévenir. On fait quoi du coup Parce que là, enfin limite. On va attendre que Max arrive pour en discuter. Ouais, je vais le rappeler. Je vais rester rappeler les avec elle, je soins. vais surveiller. Oui, bonjour, est-ce que vous me Bon, dérangez? la tension, C'est elle l'anesthésiste de déconne, garde hein. à la maternité. Hop, je la reprends Je vous encore. appelle parce qu'on vient d'avoir une patiente qui a fait un choc anaphylactique, qui est en cours de Ouais, il travail répond pas. actuellement. Donc c'est pour savoir si vous avez des places en soins continus. J'attends l'obstétricien pour discuter de la prise en charge, pour voir comment on fait avec le bébé. Et voilà, Je relance la pour tension. pré-réserver en une place. attendant. Merci à vous. Hop. Voilà. Ils ont des places en soins pour la suite. On Ça attend marche. Max. Bon bah Max il arrive, hein, je pense parce qu'il me Eh répond ouais. plus, il doit être en train d'arriver. D'accord. On va attendre que la tension s'améliore aussi. Ça va Madame Barbier? Ouais, bon. En tout cas, la tachycardie, c'est déjà... Allô, allô. C'est mieux. Ouais. Bon, vous avez été forte. Bon, donc du coup, il s'est passé des petites choses. Donc deux séquences effectivement dans ce que vous venez de voir, qui peuvent bien entendu arriver à la maternité. Donc par curiosité, en fait, le coup de la voix, ça m'est vraiment arrivé. Ça nous est vraiment arrivé et c'est pas facile. Alors donc du coup, donc deux séquences. Il y a un moment donné où Madame Barbier était vraiment pas bien et vous vous êtes posé la question potentiellement de devoir l'intuber et de potentiellement faire, j'imagine, une césarienne en urgence parce que le rythme était effectivement pas très bon et vous l'avez identifié hein, dans cette situation de défaillance à la fois hypoxique et circulatoire. Et ben, très souvent, le bébé il trinque un petit peu. Et donc, vous vous êtes posé ces questions-là, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, et je vous la pose aussi, qu'est-ce que vous allez faire si jamais vous deviez intuber cette patiente à la phase aiguë d'un choc anaphylactique de grade 3, et qu'est-ce que vous allez préparer pour anticiper
bien entendu une AG avec intubation, j'imagine. Donc, je rappelle, c'est une patiente au 3e trimestre qui est obèse morbide, qui est prééclamptique et qui, au moment où vous avez imaginé l'intuber, elle avait encore 5 de tension parce que la voie ne passait pas et que du coup l'adré n'est pas encore administré. Et donc elle est encore en défaillance hémodynamique. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Là c'est un petit peu plus débattu. Donc on augmente un petit peu dans le challenge des questions. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Donc il y a plein de choses à la fois sur la stratégie d'induction de cette patiente intraveineuse. Et vous en avez parlé. Je pense que vous avez déjà un peu votre petite idée de ce que vous auriez fait. Mais peut-être que tout le monde n'aurait pas fait la même chose. Et bien, j'imagine effectivement que vous dites que cette patiente elle est à risque un petit peu d'hypoxémie. Et donc du coup, peut-être qu'il y a des petites choses à faire en termes de préoxygénation. C'est bon, on a atteint les 60 réponses, donc on va y aller. Alors, effectivement, vasopresseur IV prêt à l'emploi, bien entendu, parce que il y a la prise en charge du choc anaphylactique, mais peut-être qu'il va y avoir une défaillance hémodynamique surajoutée et que peut-être qu'il faut une autre drogue que les 100 gamma d'adré. Voilà. En tout cas, on a été vague. Effectivement, il faut penser que la tension peut de nouveau se dégrader plus. Alors, vous êtes assez nombreux à avoir pensé à la vidéolaryngoscopie en tout cas à disposition, et c'est ce que vous avez fait aussi sur le cas clinique. Alors, vous préoxygénez en proclive. D'accord, 8 capacités vitales sur 60 secondes et FiO2 1, voilà. Vous êtes nombreux, effectivement, à utiliser un protocole qui est plutôt stable sur le plan hémodynamique, à la fois l'étomidate ou la kétamine, les deux le sont, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui ont pensé que dans le contexte de bronchospasme, l'utilisation de la kétamine pouvait être intéressante, à la fois pour l'hémodynamique et à la fois sur le respi, ce qui est assez intéressant. Alors, du coup, comme elles sont classées par ordre de vote, j'imagine que toutes les autres, vous n'avez pas beaucoup voté dessus. Donc, il y a peu de gens d'entre vous qui vont faire du propofol. Je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est quand même particulièrement vasoplégiant, et dans le contexte, on a des alternatives qui peuvent être plus intéressantes en termes de stabilité hémodynamique. Et par contre, du coup, la ventilation. Personne ne ventile cette patiente avant de s'exposer. Estomac plein, risque d'inhalation, etc., etc. On va en parler. Alors, donc du coup, si on reprend un petit peu l'intubation chez la femme enceinte, donc en fait, il faut savoir que dans 20% des anesthésies générales en obstétrique, on va avoir une hypoxémie. Donc c'est fréquent. Deuxième chose, l'obésité, c'est un facteur de risque reconnu d'intubation difficile chez la femme enceinte. Ça, c'est plutôt trivial. Chez la prééclamptique, en plus, il y a un gonflement des parties molles avec une augmentation du mal-empathie durant le travail, particulièrement donc déjà chez la femme enceinte, mais encore plus pendant le travail. Donc là, c'est le cas. Donc on s'attend que potentiellement, ça soit encore plus difficile que d'habitude. Si on reprend les recommandations SFAR sur l'intubation difficile et les petits encadrés et sur l'estomac plein et sur l'obésité et sur la femme enceinte, effectivement, il faut savoir que pendant le travail, encore plus que pendant la grossesse, le délai de désaturation va être encore plus court parce qu'il y a une augmentation de la consommation en oxygène. Okay, qu'il faut effectivement préoxygéner en position semi-assise, ça augmente la CRF, donc ça c'est mieux. Et effectivement une préoxygénation en oxygène pur avec 8 capacités vitales sur 60 secondes. Okay, sauf qu'effectivement, on peut en débattre, c'est pas forcément gravé dans le marbre, mais il y a d'autres sociétés savantes qui proposent d'autres choses, d'accord, donc comme l'OAA, donc l'équivalent du carreau donc en Angleterre, ok, et elle date déjà de 2015, donc c'est pas genre de l'année dernière, hein. Et effectivement, ils mettent en avant l'oxygénation apnéique, ce que vous avez fait, d'accord, donc c'est-à-dire que pendant le délai entre la perte de conscience et l'intubation, la patiente est en apnée, ok, on la ventile probablement pas, mais si vous l'oxygénez pendant ce temps-là, ça augmente le temps d'apnée sans désaturation. Et effectivement, il y a des recommandations qui préconisent de mettre par exemple de l'oxygène à 5 litres minute. Moi personnellement, je mets à fond sur les lunettes. Si vous avez un OptiFlow prêt à l'emploi, c'est mieux, mais souvent dans les situations d'urgence, les lunettes à oxygène, c'est plus facile et plus à portée. Et effectivement, ces recommandations préconisent de ventiler la patiente avant de s'exposer. D'accord ? Donc c'est pas voilà, donc c'est des préconisations, on peut en discuter. Et en fait, peut-être que le plus important, c'est le rapport bénéfice-risque. Effectivement, si on ventile la patiente, il y a peut-être un risque d'inhalation massive avec un SDRA, ECMO véno-veineuse, réanimation pendant 6 mois, etc., etc. Mais peut-être que le risque d'inhalation, il n'est pas si important que ça. Et peut-être que si elle inhale, eh ben peut-être qu'elle va s'en sortir avec 1 litre d'oxygène et un peu d'augmentin qu'elle va sortir le lendemain. D'accord ? Alors que si vous ventilez doucement, avec une valve APL à 15-20,
juste une fois avant de s'exposer, l'OAA préconise que ça permet, de redonner un petit peu d'oxygène à la patiente juste avant ce moment critique qui est l'intubation. Et deuxièmement, ça vous permet de tester la ventilabilité de la patiente, parce que du coup, si vous savez que la patiente est inventilable, ce qui peut être le cas, alors qu'elle est curarisée, peut-être que vous allez plus facilement opter sur une stratégie dans l'algorithme d'intubation difficile, plus agressive d'emblée en termes de vidéolaryngoscopie, de matériel, de membrane Leishman, etc., etc. Donc en fait, c'est doublement positif. Et finalement, si vous ventilez tout doucement, peut-être que la dame ne va pas inhaler, et peut-être que le rapport bénéfice-risque oxygénation-inhalation est peut-être favorable. Okay, et la troisième chose, c'est effectivement de préconiser d'avoir un vidéolaryngoscope toujours à disposition. Pour l'instant, on n'a pas de données fortes pour le recommander, mais effectivement, c'est pas mal de l'avoir toujours à disposition. Et en fait, la dernière séquence, vous l'avez faite dans la foulée, et on a vu que après le bolus d'Adré de 100 gamma, le premier bolus ou le deuxième, on avait une récupération. On aime bien en simulation que les choses se passent bien et qu'on finisse bien, et donc du coup, ça commençait à s'améliorer. Et donc, vous avez vu que ces bolus d'Adré ont permis de rétablir les paramètres hémodynamiques, respiratoires et fétaux, d'accord. Et après ce premier bolus d'Adré, qu'est-ce que vous allez faire juste après? Allez-y, donc là, question à choix multiples, vous pouvez répondre plein de petites choses pour compléter le bolus d'Adré, puisqu'on est encore dans une réaction anaphylactique de grade 3, et tout n'est pas fini. On a rétabli la tension, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Donc n'hésitez pas à voter. Je me rends compte que je n'avais pas le micro, je parle loin du micro. Voilà, remplissage vasculaire, adrénaline IVSE, déviation gauche de l'utérus, hémisuccinate d'hydrocortisone, transfert en secteur conventionnel, et le dernier, c'est transfert en unité de soins critiques. Hop, allez-y, allez-y. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après votre premier bolus d'Adré? Ah, parfait. Bon, alors, vous êtes tous à peu près d'accord sur le remplissage vasculaire par cristalloïde isotonique. Vous avez raison. Vous êtes tous à peu près d'accord aussi sur la nécessité de transférer cette patiente en soins critiques. Quand on dit soins critiques, c'est unité de soins intensifs et de réanimation. Vous savez que les soins continus vont probablement disparaître dans les années qui viennent, mais c'est un autre débat. Vous allez tous dévier l'utérus vers la gauche, ça c'est bien. Alors vous êtes moins nombreux à avoir répondu l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Et vous avez ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez raison. Et ceux qui l'ont fait, vous avez aussi raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et effectivement, c'est ce qu'on aurait tous probablement fait, c'est qu'en général, on va relayer le bolus d'Adré par de l'adrénaline en IVSE. Et vous allez voir qu'il y a des conditions. Voilà. Et donc, grosso modo, si on reprend tout ça, et bien sûr, la prise en charge du bronchospasme que vous auriez fait aussi, et que vous avez fait, puisque vous avez mis la patiente sous bêta-2 mimétique inhalée. Voilà, et donc si on reprend de nouveau les recos 2025 sur l'anaphylaxie périopératoire, si vous avez un grade 3 ou un grade 4, dès que vous avez une hémodynamique qui est persistante après 3 doses d'adré intraveineuse, c'est là qu'on va faire le relais. Donc on n'est pas forcément obligé de faire un relais si l'instabilité n'est pas persistante, par exemple après le premier bolus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le mettre 1 heure après, mais ce n'est pas forcément systématique. C'est ça qu'on voulait. Voilà. La deuxième chose, c'est que le remplissage vasculaire, effectivement, on va plutôt partir sur un soluté cristalloïde isotonique en première intention. Okay, et le transfert en soins critiques est recommandé à partir d'un grade 3 ou d'un grade 4. Et il est précisé que le retour de la patiente, parce que souvent on a envie que la patiente revienne rapidement, notamment pour renouer le lien mère-enfant au plus vite, et bien effectivement, pour des questions de relargage et tout ça, de surveillance, il est préconisé que la patiente reste en soins critiques jusque 24 heures après la résolution des symptômes. Donc si c'est à 17 heures, elle ne revient pas à 22 heures. Voilà, donc ça c'est un peu bon, ça peut vous aider dans vos prises en charge au quotidien. Et dernière chose, sur l'hémisuccinate, avant c'était présent. Et en fait, maintenant, les recos qui se basent sur la littérature aussi, il n'y avait pas assez de données pour dire qu'il fallait ou pas mettre de l'hémisuccinate. Donc, c'est sorti des recommandations alors que c'était présent avant. Et donc, pour finir, avant de repasser la main quand même à nos protagonistes qui sont quand même voilà, le point central de ce scénario, du coup, on aime tous les aides cognitives. Donc, à gauche, vous avez l'aide cognitive de l'ASFAR qui était présente avant. Okay, et maintenant, c'est la nouvelle aide cognitive. Alors, ce n'est pas une aide cognitive, mais en tout cas, c'est le résumé de l'annexe de la RFE
qui est censé effectivement répondre à ce qui était là avant. Et si vous comparez les deux, il y a certaines petites choses qui se sont modifiées. Donc je vous invite à les regarder en détail et potentiellement les changer si vous en jugez l'utilité. Voilà. Donc du coup, je voulais, avant de finir, passer la main à mes collègues pour la fin. Et d'ailleurs, on a dit, si nous revenions à notre situation clinique, quels enseignements? Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une prophétie au bloc 360, c'est que tous les ans, à chaque fois qu'on prépare le bloc 360, on a les situations cliniques qu'on va faire dans la vraie vie. Donc, et à Lyon et à Lille. Donc on en a eu plein récemment. Et donc du coup, je te passe la main pour la... C'est bon, je pense que ça marche. Ok. Oui, bah, effectivement, 2 réactions anaphylactiques ces 2 derniers jours. Je pense qu'on est en plein dans le vif du sujet. Est-ce qu'on pourrait remettre la dernière diapo, s'il vous plaît? Juste pour... C'est bon, ça marche. Mais sinon, ouais. Vous m'entendez? Donc juste pour conclure ce cas clinique de simulation, je voulais revenir sur quelques points importants, quelques finalement conclusions qu'on peut tirer de ce cas clinique. Premièrement, l'effet tunnel. On l'a vu dans ce scénario, une pause de péridurale, une hypotension, on a tous envie de se dire c'est de la faute de la péridurale. Certes, c'est le diagnostic le plus probable, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres diagnostics différentiels, comme l'ont montré ce cas clinique, et du coup qu'il est important d'éliminer tous ces diagnostics différentiels avant de confirmer et de partir à fond dans la prise en charge du diagnostic évoqué. Ce qui est important aussi, de manière générale, mais d'autant plus dans une situation critique en obstétrique, ce sera la communication. La communication, pourquoi? Tout simplement déjà pour dire ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Par exemple, là, la sage-femme a mis un pochon d'amoxicilline, finalement sans le communiquer à ses collègues, n'a pas fini de noter, d'étiqueter, puisqu'elle était dans le rush. Et on est passé complètement à côté de l'information, alors que s'il y avait eu une communication quant à la mise en place de cet antibiotique, peut-être qu'on aurait pu prendre en charge la situation de manière optimale, plus précocement. La communication, elle est aussi importante entre collègues, de manière à ce que tout soit bien compris, de manière à ce que les messages passent aux bonnes personnes. Il y a plusieurs méthodes, il existe différents outils aujourd'hui, comme la communication à boucle fermée ou autres. Donc il ne faut pas hésiter à avoir recours à ces informations et à ces pratiques. La confiance n'exclut pas le contrôle. On travaille... Pour tous, je pense, on a l'habitude de travailler dans une structure avec des personnes qu'on côtoie au quotidien, des personnes qui travaillent très bien. Pour autant, on peut, pour X ou Y raison, un jour avoir un peu la tête ailleurs ou oublier quelque chose. Raison pour laquelle, quand on rentre dans une pièce, et d'autant plus en situation clinique, critique, il est important de vérifier ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Comme l'a fait d'ailleurs notre super Iyad, elle a bien repéré, au bout d'un moment certes, mais elle a repéré tout ce qui était appendu à la perfusion de la patiente, et c'est de cette manière-là qu'on a pu se rendre compte que l'amoxicilline avait été mise et qu'elle était probablement à l'origine de ce choc anaphylactique. Voilà. Et pour finir sur ce dernier point, l'homme n'est pas une machine. Nous sommes tous des êtres humains avec parfois des coups de moins bien là aussi. On ne connaît pas tout par cœur, c'est parce qu'on nous demande. On a une obligation de moyens, mais pas une obligation de tout réussir du premier coup. Donc il est important, surtout encore une fois en situation critique, de faire appel à des collègues. Dans une structure, on n'est jamais seul, d'autant plus dans une maternité de niveau 3 comme nous sommes à Lyon. Donc n'hésitez pas à appeler à l'aide. Parfois, plus de cerveau, c'est bien pour réfléchir, c'est bien pour se rendre compte de certaines choses, tout en, bien évidemment, gardant un cadre et en ayant un leadership pour bien mener à bien le raisonnement. Et enfin, donc, comme nous en a parlé Max déjà tout à l'heure, les aides cognitives de la SPHAR, qui sont aujourd'hui, je pense, un indispensable dans tous les blocs opératoires et notamment en obstétrique, qui sont là pour justement nous permettre de penser à tout, de se souvenir de tout et de bien vérifier que tout était fait. Donc n'hésitez pas, je pense que vous l'avez tous aujourd'hui dans vos blocs opératoires, à sortir cette feuille et surtout à bien cocher à chaque fois que quelque chose est fait, ce qui a été fait de manière à avancer, à dérouler et de manière à optimiser la prise en charge et à ne rien oublier. Voilà.
Merci à tous. Il nous reste éventuellement 5 minutes. Si vous avez des réactions, des remarques, des questions, on peut encore interagir un petit peu si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions? Dans l'application? Il y avait des questions sur l'application? Ah bah du coup, c'était pas prévu, mais peut-être que c'est quelque chose de satisfaction. Ah, c'était tu veux dire, il y a des gens qui ont posé des questions sur l'application? Ah oui, pardon. Ah, ah, effectivement. Alors, du coup, peut-être que les outils d'interactivité, c'est pas mal pour ça, parce que ça nous permet effectivement de... en effet, peut-on avoir une rachis totale avec un niveau métamérique bas? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Effectivement, je réponds, mais on peut truc, mais effectivement, l'un des moyens de vérifier, alors il faut que votre niveau il soit particulièrement fiable, mais si vous avez un niveau T10 et vous suspectez une rachis totale, peut-être que la probabilité diagnostique va franchement baisser, voire devenir nulle, effectivement. Vous pouvez par contre continuer à surveiller votre patiente régulièrement, parce que c'est pas parce qu'il est à T10 à un moment donné qu'il ne sera pas à C8 une heure après. Mais effectivement, c'est un élément diagnostique important. Du coup, la kétamine est un hypnotique histaminolibérateur. Cela pose-t-il un problème lors de l'induction d'une AG dans le cadre d'une réaction d'hypersensibilité? Vous en pensez quoi, du coup? Alors c'est important, je pense, il n'y a pas de recommandation, donc à chaque fois il faut réfléchir bénéfice-risque pour toutes les décisions que vous allez prendre. Si cet élément-là vous perturbe effectivement dans le choix de votre hypnotique, peut-être que comme vous avez des plans B, notamment l'étomidate, peut-être que l'étomidate est une bonne solution. Je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte, les filles, pour vous, sur votre choix de l'hypnotique, le fait qu'il soit histaminolibérateur. Pour ma part, non. L'effet histamino-libérateur dans la balance bénéfice-risque est plus... C'est pas quelque chose que tu vas prendre forcément en compte dans le choix, mais l'avantage c'est d'avoir un plan B. Alors l'étomidate est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 1 an. C'est une bonne question. Donc comme on fait de l'obstétrique, du coup c'est important de se poser la question du rapport bénéfice-risque de ce qu'on fait, en incluant bien entendu le bébé. C'est pour tout ce qu'on va faire... voilà. Et effectivement, si dans votre balance bénéfice-risque vous pensez que c'est à prendre en compte et que que le risque fœtal est plus important que le risque maternel à ce moment-là, peut-être qu'il faut changer de drogue. Et peut-être il y a la kétamine en plan B, éventuellement. Mais c'est intéressant de mettre ça comme option dans la balance, effectivement. Attitude. Moi personnellement je suis contre, mais je voudrais juste vous demander, il y a certains qui mettent de l'intralipide lors de rachis total. Est-ce qu'il y a une place pour ça? Il y a certains qui mettent ça. Moi franchement je trouve que c'est faux, mais je voudrais votre avis à propos de ça. Et la deuxième question, c'est pour les mucisulfonate d'hydrocortisone. Vous avez dit, vous allez en parler, mais vous avez oublié. Donc première question sur l'intérêt de l'intralipide dans la rachis totale. Ouais. Est-ce que qui aurait fait effectivement de l'intralipide en première intention dans une suspicion isolée de rachis total? Effectivement, c'est plutôt minoritaire, mais c'est important de poser la question. Est-ce que vous avez un avis, les filles, sur ça? Alors, pas d'avis et surtout pas d'argument scientifique sur lequel s'appuyer. Après, en première intention, généralement, lors d'une rachis totale, on a plus tendance à prendre en charge les symptômes et notamment à vouloir s'assurer qu'il y ait une bonne ventilation, oxygénation, voire intuber la patiente. Et j'avoue que, en tout cas pour ma part, dans ma pratique, l'intralipide ne passe pas, en tout cas dans l'algorithme. Et c'est vrai que tu faisais allusion à l'importance des aides cognitives. Dans l'urgence, il y a tellement de choses à penser que se référer à ces aides cognitives, c'est vachement important. Et effectivement, ça n'y figure pas. Parce que probablement, effectivement, c'est ce que effectivement moi j'en aurais pas fait. Ça rajoute une charge mentale. Probablement que le bénéfice il est très très pauvre parce que c'est très difficile, je pense, d'avoir une localisation intratécale et intravasculaire du cathé. Et donc effectivement, aujourd'hui, on n'a pas traité de l'intoxication d'anesthésiques locaux, mais je pense qu'effectivement, vaut mieux
ne pas s'encombrer l'esprit avec ça. Et pour les mysoxynates, c'était effectivement, comme il n'y a pas d'argument scientifique solide pour dire qu'il faut en mettre, de temps en temps, quand on fait des recos, on conclut par absence de recommandation. Ça veut dire que tu peux en faire comme ne pas en faire, mais si tu le fais pas, c'est pas grave, et si tu le fais, c'est pas grave. Mais comme avant, c'était recommandé, donc pour que vous compreniez pourquoi, dans la nouvelle aide cognitive, ça a disparu. Voilà, c'est directement issu de la recommandation. Le monsieur a une question. Merci. Juste pour faire... elle était en travail, la dame, hein, on est d'accord, hein. Et vous la mettez en soins critiques, loin de la salle d'accouchement, loin d'une sage-femme, d'un obstétricien. C'est pour en discuter. Hein, parce que, alors, sauf si votre soin critique est attenant à la salle d'ac, ça c'est très bien, et du bloc opératoire, accessoirement. Je n'aurais pas fait le même choix, moi. Alors, ça nécessite, hein, on est d'accord, on est dans la situation d'une femme qui est en travail, qui est obèse et qui vient de faire un choc anaphylactique. C'est OK, ça nécessite. Mais dans la situation précise, femme en travail avec une péri, pour la partie obstétricale, je ne suis pas certain de m'exciter forcément pour la transférer en soins critiques. Est-ce que tu veux répondre, Max ? Oui, alors en fait, du fait qu'il faut qu'il est recommandé de transférer en soins critiques la patiente, tout patient qui a fait un choc anaphylactique de grade 3, du coup a priori c'est assez solide, donc ça il faut le faire. La question, je pense que tu posais, c'est par rapport à la temporalité. Et effectivement, je pense que dans la vraie vie, ce que vous avez fait, c'était surtout de prévenir les soins critiques pour qu'ils soient au courant du dossier, qu'à l'issue de l'accouchement, quel qu'il soit, la patiente devra aller aux soins critiques. Après, effectivement, en salle de naissance, en fait, l'environnement est suffisamment armé pour être le même qu'en soins critiques par rapport à tout ce qu'on devra faire si jamais la dame relargue et qu'il faut remettre de l'adresse, etc., etc. Mais c'est juste qu'à l'issue de l'accouchement, il faudra envisager effectivement, voilà, et comme vous l'avez fait, le mieux c'est d'anticiper parce que des fois quand tu appelles, en fait ils ont 3 entrées en même temps et ça peut leur permettre de prioriser leurs patients. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui il y a très peu de maternités qui ont des soins continus attenants. Donc c'est une très bonne question. Nous on en discute justement à Lyon. Nous aussi. Au sein de notre hôpital, donc qui est l'hôpital femme-mère-enfant, uniquement de la pédiatrie et la maternité avec de l'activité chirurgicale gynécologique. Et en face se trouvent 2 hôpitaux, l'hôpital neurologique et l'hôpital cardiologique, qui ont chacun de ces hôpitaux a une unité de soins continus. Donc dans ce cas de figure, nous on les prévient, soit l'un, soit l'autre, et on discute justement de mobiliser la patiente ou pas. Ça nous est arrivé de devoir mettre la patiente en soins continus pour des raisons X ou Y, et de fait, l'équipe obstétricale se mobilise pour aller au chevet de la patiente, aller faire les monitos, prendre en charge, voilà. Là, on est effectivement dans une situation très particulière puisque la patiente est en travail avec le cathéter de péridurale d'un accouchement imminent. Effectivement, on aurait fait le choix de la garder peut-être plutôt en salle de réveil, en tout cas plutôt qu'en box, de manière à recréer un petit peu l'univers de la surveillance continue et d'avoir une surveillance optimale et une prise en charge avec tous les éléments, toutes les techniques et les moyens humains nécessaires. Écoutez, comme je pense que Madame Barbier commence à être un peu inconfortable dans son lit, je pense qu'on va la libérer. Et merci à tous pour cette session, d'avoir été si nombreux à être venus. Merci Max pour la modération. Et merci aux filles. Vous pouvez les applaudir pour ce scénario. Merci à toute l'équipe technique. J'espère que ça vous a plu. Et bon congrès à vous.